Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Augustin Paco Priso, professeur d'économie à l'université Versailles 50 ans en Yvelines, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et Patrick Mboyo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Zahra Mohamed Moutiou. Merci à vous. Vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'agriculture africaine face aux défis de l'industrialisation. L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, par exemple, premier producteur de cacao, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves de cacao. En somme, la révolution industrielle se fait attendre. En cause, le secteur agricole souffre encore aujourd'hui du manque de capitaux. Mathilda Diaby. Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. Alors des problèmes donc financiers, un manque de capitaux versés dans le secteur de l'agriculture et pour cause, les gouvernements y consacrent encore aujourd'hui moins d'1% de leur budget. Patrick Mboyo, c'est l'échec finalement des engagements de Maputo ? Je ne sais pas si on doit parler de l'échec des engagements de Maputo. Je pense que ça part plutôt de la conceptualisation de l'agriculture. Si on conçoit aujourd'hui l'agriculture comme une activité essentiellement rurale, c'est une grosse erreur parce que tous les pays qui sont parvenus à l'autosuffisance et qui sont devenus des puissances agroalimentaires sont passés à un moment donné d'une étape de l'économie agricole rurale à une économie agricole industrielle et ainsi créer une industrie agroalimentaire qui est justement le pôle de relais, l'alimentaire qui est le pôle de relais de l'agriculture ainsi que de l'élevage. Je pense que tout part de là déjà, à partir du moment où on veut faire de la mécanisation, quelque chose de réel, de concret dans l'agriculture africaine, dans l'économie agricole africaine, il faut déjà repenser toute la structure de l'économie, c'est-à-dire sortir de ce cadre qui consiste à penser que l'agriculture n'est réservée qu'à une certaine catégorie de la population. Je pense qu'on en a déjà parlé. Beaucoup de jeunes ne faisaient pas déjà l'agriculture. Avec l'arrivée du numérique, il y aura encore beaucoup moins de jeunes qui vont s'intéresser à l'agriculture. Mais je pense que revaloriser l'agriculture, l'économie agricole, voilà, en faisant un vrai business et en mettant des industries alimentaires comme relais, ça peut faire en sorte que les choses puissent changer, que la mécanisation ne soit pas qu'un simple slogan, mais que ça soit quelque chose de concret, de factuel, dans une vision beaucoup plus globale qui consiste à aller
au-delà de la simple autosuffisance, mais de faire vraiment de l'agriculture un réel levier de l'économie et un vrai vivier du potentiel financier du continent. Auguste Mpako, au-delà donc de la nécessité de repenser la politique agricole, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repenser le regard porté par les Africains sur l'agriculture? Oui, vous avez raison, mais je dirais que les problèmes ne sont pas posés dans le bon ordre. C'est l'une des conséquences qui fait qu'on a des difficultés avec le secteur agricole, qui est pourtant fondamental, pas simplement pour nourrir l'Afrique, comme on sait, hein, beaucoup de pays africains ont connu ou connaissent souvent des famines, donc l'agriculture est fondamentale. Mais quand je disais que le problème est posé dans le mauvais ordre, c'est que, en fait, on commence par nous parler de la question de la mécanisation. Effectivement, j'ai regardé un rapport de la FAO qui montrait qu'en Afrique subsaharienne, le nombre de tracteurs, on est au milieu des années 2000, est quasiment le même qu'il y a 40 ans. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Or, dans votre reportage, on n'a pas oublié de mentionner que pour acheter un tracteur, enfin pour acheter les outils, on a besoin du crédit. Or, un agriculteur qui n'a pas de garantie n'aura jamais le crédit. Donc, essayons de poser les questions dans le bon ordre. Et pour moi, le bon ordre, c'est premièrement commencer par régler la question de l'insécurité foncière. Or, l'insécurité foncière en Afrique est souvent entretenu. Donc, si on résout la question de l'insécurité foncière, ben vous allez avoir les agriculteurs qui vont avoir une garantie. Si vous avez un certificat pour vos terres, vous pouvez l'apporter au banquier pour qu'il vous prête. Ensuite, une fois qu'on a réglé la question de l'insécurité foncière, il faudrait traiter la question de la petite industrialisation africaine, recréer les forges, il faut retrouver les forgerons. Ceux qui rêvent de remécaniser, enfin de mécaniser l'Afrique en important les tracteurs d'Europe ou d'Amérique, je pense qu'ils se trompent. Il faudrait recréer une industrie africaine. Et ça, c'est possible. Didier Ouedraogo, finalement, c'est tout un secteur qu'il faut repenser, si je comprends bien. J'ai envie de dire en préambule que le problème de l'agriculture, c'est comme s'il n'avait pas du tout pensé comment on doit progresser dans le monde et surtout avec notre contexte africain. Le problème, c'est que la majorité des pays africains sont des pays agricoles. Et en plus, donc, des pays même arriérés, agricolement parlant. C'est pour ça qu'on parle de mécanisation. C'est-à-dire que c'est des pays qui vivent réellement de la terre. L'industrie ne nourrit pas les Africains. Mais donc, c'est même la petite culture africaine, là, l'agriculture donc de base, traditionnelle, qui continue donc de faire survivre les gens. La preuve est que quand on est lié par cette agriculture aux aléas climatiques, la moindre pénurie climatique pose le problème. Donc, mécanisation, oui, mais attention, ça pose aussi une autre question. Quelles sont les terres, quels sont les outils adaptés aux terres africaines pour qu'une mécanisation soit réellement bien faite? Quelles sont les conditions foncières qui sont posées? Il faut remarquer une chose sur la question foncière que M. Mpako indique précisément, c'est qu'aujourd'hui, les terres en Afrique sont aussi la proie des agrobusiness qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui ne sont même pas dans un cadre, je dirais, de politique nationale pour régler la question de la suffisance alimentaire ou bien du levier économique à partir de l'agriculture. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Quand je prends par exemple le cas du Burkina, que je connais à peu près, je constate que les terres arables, on a vu qu'il y a 60% des terres arabes africaines qui ne sont pas exploitées. Mais aujourd'hui, ces terres-là sont récupérées sans être mises en exploitation et on attend. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend quelque chose. On attend des dividendes, on attend donc de louer même. Aujourd'hui, on loue des terres en Afrique à des pays étrangers pour cultiver. Ça pose des questions réellement d'abord de droit sur le foncier. Le juriste qui est en face de nous pourra peut-être nous en dire un mot, mais ça pose essentiellement un problème de souveraineté, de qui dispose de la terre. Et cette terre qui est la base, en fait, du développement agricole, qui est-ce qui en dispose? On ne sait pas. Et l'autre élément, c'est la question de mécanisation.
Bien sûr, il y a cette question foncière, il y a la question aussi donc, des unités de production. Qu'est-ce qu'on produit ici et qu'est-ce qu'on ne produira pas là? C'est-à-dire qu'il faut aussi organiser l'espace africain dans un sens d'une complémentarité agricole. Et il y a aussi les soutiens. Sachez, je rappelle rapidement, nous avons ici eu en Europe la PAC. Quels sont les différents leviers qui existent en Afrique pour aider nos paysans à avancer et surtout à devenir des agriculteurs? Parce que pour l'instant, nous avons des paysans. Patrick Boyo. C'est tout à fait le problème. Vous avez chuté sur ce que je relevais au début de mon propos, qu'on ne peut pas limiter aujourd'hui l'économie à l'image du paysan, que celui qui est l'agriculteur est forcément le paysan, l'éleveur est forcément le paysan. Non. En France, il y a l'agriculture paysanne, il y a l'élevage paysan, mais il y a aussi l'agriculture industrielle, il y a aussi l'élevage industriel. Et je pense que c'est la combinaison de ces deux éléments qui a fait la force économique de ces pays qui sont aujourd'hui. La France, elle est parmi les premières puissances agroalimentaires dans le monde, la première en Europe. Première puissance agroalimentaire en Europe parce qu'elle a compris cela, distinguer l'industrie de l'artisanat. Voilà. En Afrique, nous avons, c'est clairement dit par mon co-débatteur en face, que j'estime beaucoup, d'ailleurs j'ai beaucoup retenu dans ses propos, que les terres arables sont sous-exploitées, mais on s'y intéresse à partir de quel moment? Puisque nous avons tous en Afrique une problématique particulière, c'est qu'il y a d'une part les chefferies coutumières et d'autre part l'administration étatique. Et dans presque tous les pays, nous avons cette dichotomie qui pose parfois problème. Les terres dans l'État qui ne sont pas cadastrées sont sous l'autorité des chefs coutumiers, qui décident de l'attribuer à qui ils veulent. L'État vient s'y intéresser simplement à partir du moment où il y a des explorations fossiles qui doivent être faites ou de l'exploitation du bois, donc quand on a besoin de l'essence. À partir de ce moment-là, ça pose problème. Ça laisse une partie de terres et ces terres arables essentiellement entre les mains des chefs coutumiers qui en disposent de façon traditionnelle. Voilà pourquoi l'économie reste traditionnelle. Or, si nous mettons cela dans une perspective industrielle, c'est-à-dire des sources de revenus réels, c'est clairement dit que l'économie africaine, tous les pays africains sont essentiellement agricoles. Nous sommes des pays sous-peuplés, mais les gens mangent, vivent tous les jours. Comment vivent ces gens qui sont essentiellement dans les zones rurales? Ils vivent essentiellement de l'agriculture, de la pêche, de la cueillette, parfois aussi, mais de l'élevage. Donc, tout cela, c'est une réalité que nous vivons. Ce qu'il faudrait simplement, c'est de faire partir cette situation que nous connaissons, qui permet la survie de bon nombre de personnes, parce que la plupart des gens en Afrique ne se nourrissent pas de ce qui vient, ce qui est importé. Le beurre, la margarine, le lait, dans la plupart, il y a une bonne partie de la population africaine, je dis même plus de la moitié de la population africaine ne connaît pas ces produits. Ils se nourrissent de ce qu'ils produisent au jour le jour. Faisons en sorte que ça puisse devenir un vrai business. À partir du moment où c'est cadastré, un paysan qui a une parcelle qui lui est attribuée pour faire son travail aura un titre de propriété peut-être à crédit, mais à partir du moment où il aura un titre qui est reconnu, ça pourrait passer par un circuit bancaire afin d'avoir un crédit, comme c'était dit. À partir de ce circuit bancaire, avoir des investisseurs ou des partenaires qui pourront prendre ces produits, les développer, les transformer et en faire un vrai business. Sans cette vision globale des business, nous ne pourrons pas s'en sortir et la mécanisation ne sera que simplement parce que derrière la mécanisation, il faut qu'il y ait des personnes qui commandent, des personnes qui suivent l'entretien des ces machines, des personnes qui font le planning d'entretien. C'est toute une industrie qui doit se mettre. La mécanisation ne peut pas être qu'un simple mot, un simple slogan. Alors, en faire un business, mais dans un premier temps, parvenir déjà à l'autosuffisance alimentaire. Oui, je pense que, à l'état actuel des choses, je pense que l'Afrique est capable de devenir autosuffisant alimentairement. Certes, il y a des pays qui connaissent la famine, mais on parlait de la question des transports tout à l'heure. Autant certains pays connaissent des difficultés d'alimentation, à quelques kilomètres, vous avez la nourriture qui pourrit dans les champs. Donc, si on avait des infrastructures qui permettaient des mouvements rapides, cette question pourrait être réglée. Je voudrais simplement ajouter deux petits points. Si on veut que l'agriculture en Afrique réussisse, le premier point, c'est qu'il faut revaloriser l'agriculture. Or, du poids de l'histoire dont nous avons parlé tout à l'heure, l'agriculture n'a pas été valorisée du tout et ça pose des problèmes. Mais les choses
commence à changer. On a dans certaines régions d'Afrique où on a des jeunes qui se sont déjà installés. Alors il faut un peu plus de moyens qu'une machette et nous, mais on a déjà des jeunes qui se sont installés, qui commencent à produire, qui ont même déjà des salariés. Et moi, j'en connais quelques-uns. Et ce n'est que la réussite de ces jeunes-là qui se sont installés, qui montrent l'exemple, qui prouvera aux autres jeunes que l'agriculteur, en tout cas l'agriculteur moderne, n'est pas nécessairement un paysan, n'est pas nécessairement celui qui va allumer le feu en allant chercher la blouse chez le voisin, et qu'il peut vivre avec tous les moyens modernes, envoyer son enfant à l'école, pouvoir payer sa scolarité. Ce n'est que dans cette condition-là qu'on peut espérer avoir une vraie agriculture industrielle. Mais pas puisqu'ils en ont fait un business, je pense. Oui, puisque ce sont des patrons qui ont pensé justement prendre des gens, les employer, travailler avec eux, leur établir des fiches de paye, une certaine organisation, sécurité du travail. Donc, c'est-à-dire, ça ne peut se construire que dans ce contexte-là. J'ajoute quand même que faisons attention de ne pas recopier ce qui s'est passé en Europe, parce que vous avez évoqué le succès de la France, qui est une grande nation agroalimentaire, mais elle a mis en place une agriculture extrêmement destructrice à la fois de la terre et de l'environnement. Donc nous avons peut-être cette petite chance-là en Afrique, que compte tenu de ce retard que nous évoquons, nous n'avons pas détruit nos terres. Essayons de d'inventer l'agriculture. Avec 60% de terres qui ne sont pas encore exploitées, on est encore très loin. On est encore loin, effectivement. Mais il ne faut pas sous-estimer le risque, bien sûr, hein, parce qu'en France, il y a eu des problèmes de pesticides, de l'utilisation des produits chimiques que nous ne connaissons pratiquement pas en Afrique. Donc le développement de l'agriculture doit tenir compte effectivement des enjeux environnementaux. Nous avons une chance d'arriver en retard dans ce domaine en Afrique. C'est une chance. Pourquoi? Parce que dans le fond, si nous devons amorcer une réelle volonté politique avec des moyens qui aillent avec cette volonté, donc de sortir donc de cette situation de paysans, etc., en agriculture, ça voudrait dire deux choses. Primo, on met dans les programmes scolaires une réelle formation agricole. Mais réellement. Parce que dans le fond, ce qu'on voit dans les villes africaines, je pense que ça est un peu partout pareil, on remarque qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont des villes, qui vivent en ville, prennent des terres chez les paysans dont on a parlé tout à l'heure, ils en font des fermes, chacun fait une petite ferme pour soi, avec donc une transformation, il se mue en fonctionnaire en ville et en paysan en week-end, ou en tout cas en petit exploitant, je dirais fermier en week-end, avec des gens qu'on remet sur les champs, etc. C'est une petite révolution. Peut-être qu'il faut penser ça très loin, peut-être mieux l'organiser, je ne sais pas. Mais ne pas laisser cette situation être juste la possession de ceux qui ont déjà des moyens en fait de mettre des terres que les paysans eux-mêmes ne peuvent pas mettre en exploitation. C'est un problème à la fois, mais ça peut être un indice. Il faut l'approfondir. Je ne sais pas où est la solution. L'autre élément, outre donc cette formation qu'il faut absolument remettre donc dans l'éducation nationale en Afrique, pour que les gens puissent aller faire des CAP, des BP, etc. en agriculture, et valoriser, comme vous disiez tout à l'heure, la vision qu'on a du paysan, vous l'avez souligné également. Mais il faut changer cette vision. Un pays qui n'a pas donc de produits agricoles ne vit pas. Pour terminer, juste là, il faut maintenant, effectivement, éviter deux choses. C'est vrai qu'on a vu que pour ceux qui arrivent à rentrer dans une espèce d'agro-business, des petites agro-business, des petites unités comme ça en Afrique, sont déjà presque à la dérive. C'est-à-dire abusent sur les intrants, les engrais, etc., empoisonnent même des populations. On a vu des reportages. Donc on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, il faut faire attention. Parce que si tant est vrai qu'il faille aller dans une mécanisation, dans une industrialisation, dans un agro-business, il faut maîtriser ça. Il faut le maîtriser en fonction aussi des réalités propres à l'Afrique, c'est-à-dire des terres africaines. Parce que ici, les terres ont été polluées longtemps. Chez nous, il reste encore des terres, Dieu merci, comme on dira, qui sont encore assez vierges. Mais il faut qu'on puisse exploiter ces terres de manière vierge et de manière productive, sinon, au moins dans un esprit de durabilité. Si on n'a pas l'esprit de durabilité agricole dans la mécanisation, on va Docteur Ouedraogo, je suis d'accord avec vous sur un point. Je pense que le professeur qui est à côté de moi, on sera aussi d'accord, vous parlez de l'enseignement.
remarquez la plupart de, comment je peux dire, des riches propriétaires terriens en Afrique sont des personnes qui ont fait fortune dans certains domaines, peut-être le commerce ou même dans la politique. À un moment donné, ils se disent, bon, je vais me faire une ferme quelque part, tranquillement, pour produire quelque chose. Mais l'erreur qu'ils commettent souvent, ces gens, c'est qu'ils ont des fermes, ils laissent des personnes, souvent des paysans, s'en occuper. Ils envoient leurs enfants en Inde pour aller étudier l'électronique. Or, la plupart des industries agricoles à travers le monde agroalimentaire se sont construites en famille. En famille. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que vous laissez votre ferme qui est censée se développer, ça ne doit pas rester une ferme. Et vous avez des enfants ou des personnes que vous préférez former, proches de vous, que vous préférez former dans votre domaine, mais après la ferme que vous avez mis des moyens, de l'argent, bien sûr, là-dessus. Qui va penser à développer cela pour en faire un réel business? Je pense que la formation, c'est peut-être anodin, mais la formation passe aussi par là, au niveau de la famille, sur la préparation, l'initiation à un vrai business en matière agricole. Oui, Auguste Mpaco-Priso, en quelques secondes, parce qu'on arrive en... Oui, juste vraiment en un mot, parce que tous les deux ont évoqué ce fermier, j'allais dire le fermier du dimanche. On va prendre cet exemple de fonctionnaire en ville et qui vient le week-end et qui laisse éventuellement quelques salariés. Je pense que c'est vraiment l'exemple qu'il ne faudrait pas installer en Afrique. Exactement. Parce que c'est ceux-là qui vont détruire l'agriculture, parce qu'ils la valorisent pas. Quand vous avez un fonctionnaire, effectivement, qui peut avoir une petite ferme et qui envoie son enfant apprendre l'électronique, il envoie un signal que l'agriculteur, ce n'est pas un métier d'avenir. Et donc, on a vraiment besoin d'installer une vraie filière. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos explications. Auguste Mpaco-Priso, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Versailles 50 ans en Yvelines. Patrick Boyo, je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry. Didier Ouedraogo, vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir.